Savais-tu que mon lycée était une caserne militaire et c'est là où on torturait les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale? J'ai décidé de faire cette vidéo parce que pendant ma première année dans ce lycée en seconde, j'ai fait des recherches dans cet internat-là parce que j'étais interne et j'ai vu cette photo-là. C'est là que je me suis dit, bah tiens, c'était une caserne militaire ici. Mais par la suite, en terminale, beaucoup de professeurs me parlaient de Pierre Virlejeu, comment il a fini ses jours. Et c'est là que j'ai cogité et que je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être une bonne idée de vidéo. C'est pour cela que j'ai passé au moins un an pour avoir des bonnes recherches et des résultats pour cette vidéo. On fait une petite pause. Donc, c'est pour juste te dire que si tu vois ce petit symbole-là, c'est que c'est des trucs c'est des on-dit ou des hypothèses, donc c'est pas totalement fiable à 100%, mais c'est intéressant de le dire dans la vidéo. Donc, bon visionnage. Cette caserne, elle a plus de 150 ans, car elle a été construite en 1892, suite à la guerre entre la Prusse et la France en 1870. Suite à la défaite de la France, le pays a décidé de mettre en place des casernes militaires, et dont à Riom pour cette caserne qui s'appelle la caserne d'Anterroche. Et il y a aussi deux autres casernes qui ont été construites à Riom, mais malheureusement aujourd'hui elles n'existent plus. Mais sais-tu pourquoi on l'a nommé Anterroche ? Ça vient du comte d'Anterroche qui est célèbre pour sa phrase qu'il a prononcée au début de la bataille de Fontenoy en 1745, où il disait « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». Mais on peut se demander aussi à quoi servait cette caserne. Alors selon les cartes postales que l'on peut voir et les recherches que j'ai pu faire, c'était un hébergement de régiment. Par exemple celui du 105e RA, donc le régiment d'artillerie. Et aussi, en fonction des structures et des plans que j'ai pu voir, il y a quand même des similitudes à comment c'était avant et comment c'est aujourd'hui. Par exemple, pour les bâtiments principaux, la façade est la même, avec juste une petite différence avec le grenier qui est en noir auparavant et maintenant qui a la même couleur que les autres façades. Et il y a aussi un petit détail qu'on peut voir sur cette carte postale où il y a des balcons existants. Mais aujourd'hui, il n'existe plus. Alors aussi, au fond de la caserne, on peut voir un petit bâtiment tout au fond. Et là, on va se dire, mais il n'existe plus ce bâtiment. Si, il existe toujours, c'est juste qu'il y a eu une extension qui a été construite sur le devant de la façade. Mais j'ai pu filmer derrière le bâtiment où il y a eu certaines modifications. Par exemple, on voit bien qu'il y a eu une entrée par ici, ou encore une fenêtre par le dessus. Et ensuite aussi, on peut voir comment était l'ancienne entrée auparavant. Et là, vous allez me dire, mais comment les élèves passent ici aujourd'hui ? En fait, il y a une nouvelle entrée qui est de l'autre côté du bâtiment, de la caserne. Et celle-ci, elle est toujours accessible, mais c'est plus son rôle principal de la caserne. Ici, nous nous trouvons sur l'ancienne cuisine. Maintenant, aujourd'hui, dans le lycée, c'est un petit gymnase, mais c'était la cuisine où on préparait la nourriture pour les soldats. Mais comment ils faisaient pour apporter la nourriture d'ici jusque là ? Du coup, l'infirmerie que vous voyez ici, c'était la cantine où les soldats mangeaient. Donc on voit bien sur cette photo le nombre de personnes qui pouvaient y manger. Et il y avait beaucoup aussi la fête, etc. Ils s'amusaient beaucoup dans cette cantine. Nous sommes à l'extrémité de la caserne, à la limite, parce que de l'autre côté, il y a eu une histoire de voie ferroviaire. Alors vous allez me dire, mais attends, qu'est-ce que tu racontes ? En fait, il y a eu avec la préfecture beaucoup d'échanges pour mettre en place une voie ferroviaire tout le long. Mais malheureusement aujourd'hui, elle n'existe plus. Et cela, ça a permis beaucoup à amener des marchandises pour la caserne. Et aussi, il y a eu encore des échanges avec la préfecture, avec le ministère des Armées, pour pouvoir avoir une extension de l'autre côté du muret en achetant des terres à de nombreuses familles. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus.
Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant la Seconde Guerre mondiale dans cette caserne? De sources sûres, on sait que les Allemands ont occupé le lieu, à la preuve à l'appui sur cette photo que j'ai pu trouver aux enchères, qui est assez rare. Et on se pose beaucoup la question à propos de ce qui est vraiment passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands ici? Ce que l'on peut savoir, c'est qu'il y a eu un détenu qui a été emprisonné ici, un résistant, qui a été enregistré sur les documents que j'ai vus pendant mes recherches, mais personne d'autre. Donc on peut se poser la question. Mais aussi, on parle aussi de torture ici, sur les résistants. Mais est-ce qu'on a réellement des preuves? Attends, il y a aussi un petit truc que j'ai oublié de dire, mais qui peut être vraiment intéressant pour la vidéo, c'est que sous la ville de Riom, il y a des souterrains, et on appelle ça le Riom secret. Et ces souterrains ont été beaucoup utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça pourrait être intéressant plus tard que je vous en parle dans plus de précision dans une prochaine vidéo, parce que je pense que la caserne était reliée à tous ces souterrains, donc ça facilitait un peu les passages des soldats allemands pendant l'occupation allemande. Donc, il faut réfléchir comme sujet. Le 8 février 1944, la famille Virlejeu se fait arrêter à 6 h du matin par la Gestapo. Et au cœur de ce groupe, dans les Ondis, il y a la Panthère, qui est une collaboratrice auvergnate. Mais faites attention de bien faire la différence entre la Panthère et la Hyène, parce que la Hyène, c'est la collaboratrice du camp d'Auschwitz qui battait les détenus. Alors du coup, à 6 h du matin, on est le 8 février, la famille Virlejeu, il y a Pierre, Claude et leur fils Jean de 17 ans et l'autre deuxième fils Marc de 11 ans, et le père de Claude, qui se font arrêter et amener ici, à cette caserne. Et le lendemain, suite à un long interrogatoire, ils vont relâcher le père de Claude et leur fils Marc de 11 ans. Alors pour décortiquer tout ça, on va faire personne en personne. Par exemple, là déjà, je vais vous commencer par Claude Virlejeu. Claude Virlejeu, elle est née en 1903 et elle a fait des études scientifiques et elle est prof de physique dans un collège. Et elle a participé à la résistance en secondant son mari, que je vais vous parler plus tard. Alors elle n'est pas restée très longtemps dans la caserne lors de son arrestation, car elle a été transférée à la prison du 92 Herry à Clermont-Ferrand, où grâce à des cartes postales que j'ai pu voir pendant mes recherches en archives, où elle a pu échanger avec ses parents pour demander des vêtements, etc. et aussi pour aider ses camarades détenus. Alors selon les Ondis, ce que j'ai entendu parler, c'est qu'elle aurait aussi refusé de collaborer avec les Allemands comme elle était scientifique, et c'est pour cela que par la suite elle a été déportée au camp de Ravensbrück en Allemagne. Malheureusement, elle décède le 11 novembre 1944 et on a pu voir que lors de la découverte du camp le 30 avril 1945. À parler de Jean Virlejeu, le fils aîné de Claude et Pierre Virlejeu. Il est né en 1927 et ce que l'on sait de lui, c'est qu'il a participé à la résistance dans le corps franc de Riom dirigé par son père et il participe à de nombreuses opérations de parachutage et de sabotage en tant qu'agent de liaison à partir de juillet 1943. Et c'est principalement dans l'Allier et le Puy-de-Dôme que ces opérations se déroulent. Et il va aussi apporter de l'aide à des aviateurs alliés abattus, car il a eu une forte connaissance en anglais. Et c'est à 17 ans du coup qu'il se fait arrêter et transférer comme ses parents à la caserne d'Anterroche à Riom. Et par la suite, il se fait transférer avec sa mère à la prison du 92 Herry à Clermont-Ferrand après son interrogatoire. Et ensuite, il est déporté à Royal-Lieu à Compiègne, un commando en France. Et ensuite, il sera encore transféré dans un autre commando qui s'appelle le Jobeilin. Et il sera retrouvé le 26 juin 1945 et il va revenir en France. Et il meurt en 2006 à Clermont-Ferrand. Parlons maintenant du personnage le plus important, Pierre Virlejeu.
Il est né en 1903, la même année que sa femme. Il est ingénieur et il a créé son entreprise en 1930 à Riom de carreaux de grès émaillés. En 1940, il va être démobilisé et c'est pour cela qu'un an plus tard, en 1941, il va créer un groupe de résistants avec des amis de la ville de Riom pour intégrer le mouvement combat. Avec son sens de la responsabilité, il va vite devenir en 1943 le commandant vernier des Murs d'Auvergne, le mouvement uni de la résistance, et il va devenir le chef du corps franc de Riom. Il va faire de diverses activités de résistance, comme organiser une filière d'évasion pour les pilotes alliés abattus en France. Il va aussi cacher des réfractaires du STO dans sa propriété familiale à Céryl, dans l'Allier, son lieu de naissance. Il va aussi donner des coups de main et aussi faire des opérations de sabotage et de parachutage. Et par la suite de son arrestation le 8 février 1944, on n'a plus de nouvelles de Pierre. Et c'est là que, selon les témoignages que j'ai récoltés, que de nombreuses personnes vont mettre sa photo un peu partout dans la ville pour le retrouver, mais sans nouvelles. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Mais qu'est-ce qui s'est passé à propos de Pierre Virlejeu ? Selon un document de police qui date du 1er décembre 1944, il décrit le jour du 29 novembre où on découvre une fosse macabre. Et cette fosse, c'est celle de Pierre Virlejeu. Cette fosse, elle fait 1,20 m, où on découvre son corps recouvert de pierres et de viande. Mais pourquoi avoir mis de la viande ? Sûrement pour pas qu'on trouve le corps de Pierre Virlejeu. Et dans la description, on voit qu'il a dans le document qu'il est habillé avec une veste en cuir. Et selon l'autopsie, il y aurait de l'étranglement suite à un lacet de chaussure, sûrement. Et aussi, on dit qu'il s'est suicidé, soi-disant, en se mutilant les veines. Mais selon des témoignages que j'ai vus pendant mes recherches, par exemple dans un article, on va parler d'un verre de montre, ou soit j'ai entendu parler que ça serait plutôt avec ces verres de lunettes. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Malheureusement, ça restera sûrement un mystère jusqu'au bout. Petit détail qui peut être intéressant, suite à un témoignage de Jean, son fils, lors de son retour en France après sa déportation, où il parle que lors de son interrogatoire, il aurait vu son père passer avec des soldats allemands, traîner sur le sol parce qu'il avait les jambes cassées, qu'il ne pouvait plus marcher, et aussi le visage ensanglanté. Mais où était cette fosse ? Ici. Où là ? Mais c'est pas possible dans ces documents-là, où il n'y a pas assez de détails, là, avec Jean, son témoignage, et dans les documents où il manque des détails pour savoir où est la fosse de Macabre. Mais j'en peux plus, c'est pas possible. C'est bon ? Ouais, on va reprendre. Y a pas un autre truc qui te choque là ? Non, c'est pas possible. Moi, là, j'en peux plus. Regarde ce document de police. Y a pas un truc qui te choque ou d'autres trucs qui te choquent là ? Non, mais moi, ça... Regarde le titre. 92 Herri à Riom. Attends, quoi ? Ça me perturbe, donc je pose la question et tout. C'est normal 92 Herri à Riom ? Et là, les gens me disent, mais non, il y a un problème là, il y a un souci sur le document, il y a une erreur, ça a toujours été à Clermont-Ferrand, c'est pas à Riom. Ah ok, d'accord, mais ça m'a quand même vraiment interrogé beaucoup sur cette question. Pourquoi à Riom ? Ben du coup, par le biais de contacts, on m'a dit que au début de la Seconde Guerre mondiale, le 92 Herri c'est un peu explosé un peu partout dans l'Auvergne, donc à Aurillac, à Montluçon, etc. Et aussi parfois en Savoie. Mais du coup, ça m'a encore intriguée et du coup, le contact m'a donné en main propre, prêté un livre sur l'histoire du 92 Herri. Et c'est là, en le feuilletant, que j'ai vu que en 1935, le 92 Herri, le 3e bataillon, parce que en fait, regardez ce schéma, c'est composé en différents rangs. Donc du coup, le 3e bataillon a été amené à Riom. Ok, tout va bien avant la Première Guerre mondiale. Mais après,
pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, avec l'occupation, du coup, le 92 ERI devait partir des casernes militaires du territoire. Et par la suite, après la Seconde Guerre mondiale, je feuillete un peu plus le livre, et là, je tombe sur le 1er juillet 1945, où c'est marqué caserne d'Enterre-et-Roche, Ariente, 1er et 3e bataillon. Ok, tout va bien. Et là, je regarde un peu le document de police. 1er décembre 1944. Quoi ? Pourquoi ? Ça correspond pas, il y a un problème. Et là, je me dis, bon, il faut que je trouve une solution. Du coup, j'ai eu un contact d'une historienne qui est spécialisée un peu sur l'histoire du 92 ERI. Donc je lui pose la question, machin et tout, et elle me dit, malheureusement, on peut pas avoir plus de détails, et on pourra jamais avoir plus de détails, malheureusement. Et je suis un peu triste, franchement, parce que la date ne correspond pas, c'est normal. Il y a un problème, non ? Mais attends, c'est pas fini. Il y a un dernier truc là qui m'a perturbée. Descends un peu, lis un peu, et là tu tombes sur Georges Mathieu. Ouais, si tu le connais pas, normalement il est très connu. C'est le plus grand collaborateur de Clermont-Ferrand qui a dénoncé les étudiants strasbourgeois qui sont venus à Clermont-Ferrand. Donc ça a mis la rafle en place, etc. Bon, bref. Mais pourquoi le rapport avec Pierre Virlejeu là ? Explique-moi là. En fait, Georges Mathieu, c'est lui qui les a dénoncés. C'est lui qui a organisé les interrogatoires. Donc du coup, on sait pourquoi il y a son nom, parce que c'est dû à son procès du 12 novembre 1944, où il va dire où est le corps de Pierre Virlejeu à la caserne d'Enterre-et-Roche. Et après, il va être fusillé le 12 décembre 1944. On va pouvoir rendre hommage aux couples emprisonnés dans cette caserne à travers ces plaques au nom de Claude et Pierre. Ce qui est intéressant aussi de parler, c'est que Claude a des fonds de Claude Rodier aux archives municipales juste à côté de la ville de Riom, où il y a une lettre qui permet aussi de rendre hommage à Pierre sur ses derniers mots avant de trouver la mort, qui a été écrit par un prisonnier qui s'appelle Charles Chouvy. Et malheureusement, Claude ne peut pas l'avoir lu parce qu'elle est morte en déportation, malheureusement. Mais les derniers mots de Pierre Virlejeu, c'est « Ce moment est venu, je vais mourir, je fais mon devoir, tranquilliser les amis, j'ai rien dit. Mes fils peuvent porter la tête haute, adieu, vive la France ». Aujourd'hui, il y a aussi d'autres lieux où on rend hommage à Pierre Virlejeu. Il y a 2 squares dans la ville de Riom à son nom. Il y a aussi un buste sur une grande rue principale. Et aussi, il y a la grande rue qui longe la caserne et le lycée aujourd'hui, qui s'appelait l'avenue de Pierre Virlejeu. Et aujourd'hui, elle a changé, c'est devenu la rue du Général Chapsal. Et aussi, comme elle a été exhumée de la fosse que je vous ai parlé précédemment dans cette caserne, dans le lycée, et que par la suite, on l'a enterrée du coup dans sa commune de naissance à Sérier dans l'Allier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la guerre ? Alors, selon ces photos que j'ai vues aux archives, on peut voir que le bâtiment, entre les années 40 et 50, que ce bâtiment est resté à l'abandon et que la végétation a pris ses droits. Mais aussi, j'ai vu aussi des échanges de documents entre une compagnie d'eau, le ministère de l'Éducation, et là, vous allez dire, mais pourquoi les deux, ça ne va pas ensemble en fait ? En fait, si, parce que on va comprendre par la suite qu'on va chercher à savoir quel sera l'avenir de ce bâtiment. Donc pour la compagnie d'eau, on veut la déplacer dans cette caserne-là, car elle a été aussi dans une autre caserne que je vous ai parlé déjà plus tôt. Et aussi savoir si c'était possible de le transformer en collège. C'est en 1958 que le collège de jeunes filles de la ville de Riom va être déplacé dans la caserne d'Enterre-et-Roche. On peut voir sur ce dessin que l'entrée principale d'origine de la caserne est toujours utilisée en tant qu'entrée principale. En 1969, le collège va devenir le lycée sous le nom de Claude et Pierre Virlejeu. En 1970, le lycée va devenir mixte et va accueillir de la 6e à la terminale. En 1983, ça va devenir le lycée qu'on connaît aujourd'hui, le lycée mixte Claude et Pierre Virlejeu qui accueille le 2e cycle. Mais malheureusement, l'entrée principale d'origine n'est plus et sera déplacée dans un autre endroit.
Voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas que chaque histoire laisse des traces et évolue constamment. Et qu'il est aussi important de partager l'histoire même si elle est presque oubliée au fil du temps. Si tu veux avoir des updates de cette vidéo, va sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Et si tu veux une FAQ à propos de cette vidéo et de savoir ce qui pourrait se passer par la suite, mets en commentaire les questions que tu veux me poser. Et du coup, c'était le premier épisode des presque oubliés de la Seconde Guerre mondiale en Auvergne. Et savais-tu que même il y avait des personnes qui ont vécu des phénomènes paranormaux, dont moi-même. Coucou, pardon, mais je suis là.